Alors Russie, donc c'est le parti pro-présidentiel qui a été créé en 2001, juste après l'arrivée de Poutine à la présidence en 2000, et son apparition est un élément de discontinuité important avec la décennie précédente et avec la présidence de Boris Yeltsin qui ne souhaitait pas s'appuyer sur un parti pour pouvoir gouverner. Russie Unie, donc c'est au départ un instrument de discipline du personnel parlementaire en fait. Le but c'est vraiment de pouvoir avoir une majorité non seulement à la Douma, donc à l'Assemblée russe, mais aussi dans les régions et donc d'avoir des députés nationaux et régionaux qui votent l'ensemble des lois. Donc ça, c'était vraiment le premier objectif. Le deuxième, évidemment, c'est que le fait d'avoir une verticale partisane, ça doit permettre en fait de doubler la verticale administrative que veut créer Poutine, et ce qu'il est arrivé à faire assez vite durant son premier mandat. Mais ce qu'il faut dire en fait, c'est qu'au début, l'implantation de Russie Unie en région a été assez difficile. Et on a pu, dans les années donc 2002, 2003, 2004, voir des stratégies de résistance de la part des gouverneurs. Donc les gouverneurs, c'est les dirigeants des exécutifs régionaux, qui ont essayé de limiter un petit peu ou de ralentir la progression de Russie Unie dans leur région. Et donc la réforme majeure, en fait, paradoxalement, qui a permis à Russie Unie de s'implanter partout sur le territoire russe et donc de venir doubler et renforcer cette verticale du pouvoir, c'est la réforme de la nomination des gouverneurs qui avant été élus au suffrage universel et qui, à partir de 2005, sont de fait, la procédure en fait est un peu plus compliquée que ça, mais de fait nommés par le président. Donc en fait, Russie Unie n'est pas tant que ça un instrument de centralisation du pouvoir, c'est en fait le bénéficiaire de cette réforme qui avait pour objectif de rétablir une verticale du pouvoir. Et donc du coup, maintenant, Russie Unie est un parti énorme qui détient 75% de mandats électifs à peu près sur l'ensemble du territoire russe, donc aussi bien au niveau national que dans les régions. Et donc il y a donc bien une verticale partisane qui vient doubler la verticale administrative, mais finalement, toutes les réformes de centralisation de Vladimir Poutine ont aussi contribué à invisibiliser derrière une façade monolithique, unanimiste, des rapports un petit peu tendus entre le centre et les régions, mais qui perdurent. Et ça se voit notamment pour les processus de recrutement des candidats aux fonctions électives au sein de Russie Unie. On continue à percevoir des tensions importantes entre certaines régions et le centre. Alors, si par opposition on entend une force politique capable par les urnes de façon pacifique d'arriver au pouvoir et de susciter une alternance, non, pour l'instant les conditions ne sont pas du tout réunies. Elles ne sont pas réunies tout d'abord pour des raisons, je dirais, institutionnelles et d'offres politiques. Dès son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine et son entourage ont mis en place une législation très stricte sur les partis et les élections qui en fait bloque complètement les forces politiques les plus vindicatives, je dirais, de toute participation en fait, de presque toute participation aux élections et surtout de tout accès aux institutions représentatives. Donc tant qu'il n'y aura pas des réformes de ce point de vue-là, il y aura en fait de multiples obstacles administratifs qui feront que toutes les forces politiques indésirables, en fait, tout simplement, soit n'ont aucune chance de gagner un nombre significatif de sièges, soit surtout parfois sont directement privés de pouvoir participer aux élections. Ça a été le cas notamment, il y a eu des protestations cet été à Moscou, c'est ce qui s'est passé donc pour les forces libérales démocrates. On leur a trouvé un certain nombre de problèmes sur les listes de candidats qu'ils présentaient ou sur les listes de soutien des électeurs, et ces obstacles administratifs ont été utilisés donc contre eux et ils les ont empêchés de participer aux élections. Cela dit, pour nuancer un tout petit peu ou montrer ce qui est en train de changer depuis quelques années, depuis 2011, donc en 2011, il y a eu un très grand mouvement de protestation populaire, le plus grand depuis la fin de l'URSS, donc des gens qui sont descendus massivement dans la rue pour contester les fraudes aux élections législatives. Et à cette occasion, donc déjà, on a vu une réelle capacité de mobilisation de la population russe. On a vu aussi émerger une nouvelle génération d'opposants. Le plus connu, c'est pas le seul, mais le plus connu, c'est Alexei Navalny, par exemple, et qui mettent en place des stratégies assez efficaces de mobilisation, en utilisant notamment Internet, en faisant appel à la jeunesse, alors qui pour l'instant n'est pas du tout une force potentiel d'alternance, mais qui a la capacité finalement de fragiliser le régime. C'est-à-dire non pas, voilà, c'est-à-dire plutôt de lui faire courir le risque de s'effondrer sur lui-même, donc une réelle capacité de nuisance, mais pas pour l'instant de provoquer donc une alternance apaisée. Et je précise aussi que l'opposition à Poutine, elle est très diverse idéologiquement. On parle beaucoup ici en France de l'opposition libérale-démocrate, mais il y a aussi une opposition nationaliste assez nombreuse et assez virulente, et il y a aussi désormais l'émergence
ils sont assez peu nombreux en termes de personnes, mais qui ont aussi une réelle force de frappe, c'est le Parti libertarien de Russie, qui a été très présent durant les manifestations à Moscou cet été. Mais tout ça pour dire qu'il y a en fait une opposition qui est très éclatée idéologiquement et qui, même dans l'hypothèse où elle arriverait à être mieux représentée, sans doute serait très éclatée rapidement une fois au pouvoir ou dans une situation d'opposition un peu plus forte. Alors, tout d'abord, une précision, 2024, c'est la date qui correspond à la fin du 4e mandat de Vladimir Poutine. Poutine en a fait 2 premiers de 2000 à 2008. Ensuite, comme la constitution russe empêche l'exécution de 2 mandats présidentiels consécutifs, il a laissé la place à Dmitri Medvedev. Et puis, il est revenu donc à la présidence en 2012. À cette occasion, la durée des mandats présidentiels avait été allongée de 2 ans. Donc, de fait, il a déjà gagné en fait un 5e mandat. Mais donc, la constitution, normalement, l'empêche de se représenter en 2024. Alors, il faut quand même dire que s'il le souhaite, Vladimir Poutine a la possibilité très facilement de changer la Constitution, vu qu'il a la majorité des 2/3 à la Douma qui lui est garantie. S'il souhaite le faire, par exemple, il pourra tout à fait opérer ce changement et tenter de se maintenir au pouvoir. Je dis ça parce que 2024 et la disparition totale de Poutine du paysage politique russe, c'est à mon avis deux phénomènes qu'il ne faut pas forcément associer systématiquement. Il est tout à fait possible aussi que Vladimir Poutine quitte le pouvoir un tout petit peu plus tôt, qu'il démissionne, comme l'avait fait avant lui Eltsine, ou comme le font de nombreux gouverneurs dans les régions, pour pouvoir mettre en place un successeur choisi, et lui, soit redevenir un nouveau Premier ministre comme il l'avait fait en 2008, soit occuper une autre fonction au sein des élites russes et rester dans le paysage encore un moment, tant que sa santé finalement le permettra. Voilà. Donc, même si l'échéance 2024, elle est attendue par tout le monde avec curiosité, c'est pas forcément tout à fait certain que ce soit le moment où Vladimir Poutine disparaisse du paysage politique. L'après-Poutine, en fait, quel que soit le moment où ça interviendra, c'est plutôt un sentiment d'incertitude qui domine pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de successeur ou de dauphin désigné. Dmitri Medvedev est certes toujours Premier ministre, mais il est en partie disgracié et un petit peu disqualifié auprès de la population. Sa cote de popularité est assez peu élevée. Par ailleurs, le choix a été fait, alors qu'au début les hypothèses étaient plus ouvertes à ce sujet, de fabriquer un régime très personnalisé autour de Vladimir Poutine. Or, au début des années 2000, beaucoup d'observateurs pensaient que la stratégie des élites dirigeantes, ce serait justement de renforcer Russie unie, pas seulement d'en faire un instrument de discipline du personnel parlementaire, mais aussi d'en faire un vrai mécanisme de continuité du régime. Or, c'est pas finalement vraiment l'option qui a été adoptée. Russie unie reste un parti très faible de plein de points de vue, aussi bien du point de vue de son ancrage régional, de son ancrage social, de sa légitimité auprès de la population. C'est un parti qui est, pour le dire rapidement, assez détesté, et qui par ailleurs a une très faible capacité de réel recrutement des élites et du personnel politique en général, la plupart des décisions se prenant au niveau de l'administration présidentielle. Et donc du coup, ce que la science politique comparative nous dit, c'est que les régimes qui sont basés sur une personnalité et non pas sur un parti, en général ont moins de chances de pouvoir perdurer, les successions sont beaucoup plus difficiles. Et donc du coup, alors soit Vladimir Poutine arrive à faire nommer et à mettre au pouvoir un successeur qui continuera sa politique, soit à cette occasion, comme on le voit actuellement au Kazakhstan, ça suscite un mouvement de protestation très important, avec soit une alternance de fait, un petit peu comme un scénario à l'ukrainienne, soit une fragilisation considérable du pouvoir en place. Ce qu'il faudra suivre pour la suite, ce que Vladimir Poutine est arrivé à faire, c'est à centraliser énormément le pays. Ce qu'il faudra voir, c'est si cette centralisation arrive à se maintenir même quand il ne sera plus au pouvoir. Et pour ça, il y a 3 facteurs à mon sens qu'il faut vraiment suivre. C'est la situation économique de la Russie. Vladimir Poutine aussi a acquis sa popularité et ses moyens d'agir parce que en 2000 le prix du pétrole était en train d'augmenter et donc ça lui a donné une légitimité très importante, c'est la première chose. La deuxième, c'est éventuellement une refragmentation territoriale, c'est-à-dire à nouveau des élites régionales qui auraient les moyens de peser sur le centre et donc à nouveau une deuxième sorte de fragmentation de la Russie. Et le troisième facteur aussi qu'il faudrait surveiller à mon sens, c'est la fragmentation ou le maintien d'une unité des élites. Les élites qui sont autour de Vladimir Poutine sont en fait assez diverses. Il y a à la fois des membres des institutions de force, ce qu'on appelle les siloviki, qui sont les anciens du KGB par exemple, l'armée, la police, etc. Mais il y a aussi des élites qui sont beaucoup plus libérales, néolibérales. Vladimir Poutine est arrivé en 2000 à les réunir autour de sa personnalité. Il se peut tout à fait qu'il y ait à nouveau un éclatement une fois qu'il ne sera plus au pouvoir.